Bonjour à tous et bienvenue dans le Bureau d'Hugo. On se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler des vinyles et de comment ils fonctionnent. C'est parti! Et avant de vous parler des platines vinyles et de comment elles fonctionnent, quelques brefs sur l'actualité du moment. Et chez Ellipson, il y a une nouvelle gamme d'enceintes et tu voulais nous en dire plus. Ouais, parce que chez Ellipson, ils sortent actuellement la nouvelle gamme Horus, qui est une gamme d'enceintes complète, donc avec une enceinte colonne, une enceinte bibliothèque, une voix centrale et un caisson de basse. Donc le but, c'est d'avoir des enceintes relativement accessibles en termes de prix, mais qui fonctionnent très très bien. C'est assez musical et en home cinéma, ça marche aussi. Et pour les avoir écoutées au PAVS, franchement, c'était super sympa. C'est pour le coup, je crois que c'était le meilleur rapport qualité-prix que j'avais vu là-bas. Donc je vous invite à jeter un œil sur ces enceintes parce qu'elles sont vraiment très très bien. Si vous cherchez à renouveler un petit peu pour pas trop cher, c'est parfait. Et sinon, tu as écouté quoi de beau? Eh bien écoute, il y a un groupe mythique qui revient. Il y a Metallica qui revient le 14 avril avec son nouvel album qui s'appelle 72 Seasons, donc les 72 saisons. Et on a déjà un peu écouté parce qu'il y a Lux Eterna, le titre phare un peu de l'album, le single qui passe à la radio depuis un moment. Et du coup, ça a l'air plutôt pas mal. J'attends avec impatience l'album. Et en plus, il va sortir en Dolby Atmos. Donc, je suis pressé d'écouter du Metallica en Dolby Atmos. C'est quand même une ressortie d'un album de Metallica, alors que ça fait depuis 2016 qu'ils n'en ont pas sorti. Donc, c'est un peu l'événement. Et en plus de ça, il y a une tournée cet été, etc. Et on pourra écouter aussi l'album en Dolby Atmos dans les cinémas, le jour de la sortie. Donc, ça sera passé quand vous verrez cette vidéo. Mais c'est plutôt sympa. Ah, j'avoue, c'est méga stylé. Et toi, du coup, t'écoutes quoi? Eh ben moi, j'écoute un groupe absolument pas mythique, puisque je crois que personne ne les connaît à part moi-même et 2-3 gars sur la région parisienne. Donc un groupe qui s'appelle Pax, c'est un groupe qui fait du rock indé. J'ai découvert ça comme ça en allant sur les internets. Et c'est de la musique très cool. En fait, j'ai envie d'écouter ça le matin, en flânant, en trénouillant au soleil. Enfin voilà, c'est parfait. Moi, j'adore ça. C'est vraiment printanier. Voilà, c'est sans forcément aucune prétention, voilà. Mais ça marche très bien et j'arrête pas d'écouter ça en boucle. Est-ce que le groupe Pax peut bien se marier avec les Ellipsons? Donc le titre, parce que j'ai oublié de le dire, c'est Crispy Crunchy Nothing, et ça a écouté sur toutes les plateformes, puisqu'apparemment ça se trouve sur Amazon, donc si c'est sur Amazon, c'est sur tout le reste. C'est partout. Alors toi, tu m'as dit que tu avais trouvé des films un peu particuliers, parce qu'ils n'existent pas. Ça, ouais. C'est fort. Alors j'ai trouvé en fait, toujours sur les internets, des images de films qui n'existent pas. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais... je flânais comme ça, et puis je vois des images de Pong, le film des années 70. Breakout, pareil, tiré d'un jeu vidéo des années 70. Bon, c'est juste incompréhensible parce que ces films, il n'y en avait aucune trace. Mais il y avait les images des films. Bon, je dis c'est pas possible. Et alors, explique-nous le plot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en cherchant, je suis tombé sur une personne qui s'appelle Johnny Darrell, qui est un réalisateur de films pour la télévision et qui s'amuse avec les intelligences artificielles à créer des films, des images de films qui n'existent pas en mélangeant en fait ce qu'il aime. Donc par exemple le jeu vidéo Pong et Kubrick, ou par exemple Tron et Jodorowsky. Jodorowsky qui est un auteur de bande dessinée et qui a aussi travaillé sur la première adaptation de Dune, qui est aussi réalisateur. Et voilà, et il arrive à tirer de ça des images incroyables qui donnent ultra envie que le film existe. C'est simplement magnifique, les compositions sont hyper belles, et moi j'ai été bluffé et très très triste de me dire que ça n'existera jamais. Mais en tout cas, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec les IA maintenant. Et bien peut-être que bientôt les IA pourront te faire le film, et tu leur donneras juste l'image, et ça sera incroyable. Tu m'as dit que tu avais été au cinéma hier, donc qu'est-ce que tu as vu? Eh bien oui, tu vois, en parlant d'adaptation de jeux vidéo, moi je suis allé voir Super Mario Bros, le film, qui retrace l'histoire de Luigi et de Mario, qui viennent d'un monde très similaire au nôtre. Ils habitent Brooklyn, ils sont plombiers, ils lancent leur carrière et ils se font inspirer par un tuyau magique et ils atterrissent au royaume de Bowser et au royaume de Peach, au royaume champignon. Et du coup, là, il va leur arriver plein d'aventures parce qu'il faut qu'ils se retrouvent et en même temps, il faut qu'ils sauvent le monde qu'on connaît dans Super Mario. C'est vachement bien, c'est bourré d'humour, il y a plein de références à tous les jeux, que ce soit les jeux Super Mario qu'on connaît
en 2D, en ligne, ou par exemple Mario Kart. Enfin, il y a plein de références aussi à l'univers Nintendo et aux jeux vidéo. C'est super bien. C'est maintenant dans les salles de cinéma. C'est pour toute la famille. On ne s'ennuie pas. Je pense que même, en fait, Mario, c'est tellement un personnage iconique qu'on peut y aller avec quelqu'un qui a 80 ans. Il aura quand même toutes les références à Mario, qui est devenu quand même un personnage de pop culture assez important. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, allez voir Super Mario. Et on attaque maintenant le sujet principal de cette vidéo qui est comment ça fonctionne le vinyle dans sa globalité. Et du coup, explique-nous un peu comment ça fonctionne. Alors le principe du vinyle, c'est en fait assez simple en théorie, mais plutôt compliqué à mettre en pratique parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc historiquement, c'est assez ancien, mais l'idée en gros, c'est qu'on prend un disque sur lequel on fait partir un micro-sillon depuis l'extérieur vers l'intérieur en suivant une trajectoire de spirale infinie. Ce micro-sillon en fait est en forme de V, donc chacun des flancs du sillon correspond à un canal, soit le droit, soit le gauche en stéréo. Et en fait, on va simplement lire l'information qui est sur ce micro-sillon, puisque le signal audio est littéralement gravé sur chacun des flancs. Et du coup, comment on le stocke le signal sur ce micro-sillon ? Eh ben, le signal sur le micro-sillon, on va littéralement le dessiner, c'est-à-dire qu'on va le graver sur un disque master en lac. On va prendre alors ça s'appelle une tour de gravure. On va mettre un disque qui est recouvert d'une laque. On va poser un burin dessus, qui est un diamant très fin, chauffé à forte température. Et on va envoyer le signal audio dans cette tête de gravure, à des électroaimants qui constituent la tête de gravure, et ça va mettre en vibration le burin. Et le disque va être littéralement, comme ça, le micro-sillon va être littéralement dessiné. Et une fois qu'on a ce master, on va pouvoir l'utiliser pour faire des moules. Ok, et après on presse. Et après on presse le vinyle. Ok, mais alors du coup, ce micro-sillon, c'est pour ça que dès qu'il est sale, ça marche moins bien. Eh ben oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que du coup, comme c'est quand même sur des tailles microscopiques, puisqu'on est de l'ordre du micron, le micro-sillon doit être nickel, puisque en fait, on a littéralement dessiné la forme d'onde sur les flancs du micro-sillon. Et du coup, dès qu'il y a une poussière, dès qu'il y a une rayure, dès qu'il y a une altération de la surface, en fait, ça crée une altération sur le signal audio. Question suivante, quand on lit le vinyle, en fait, on fait exactement l'inverse. Au lieu de graver, là, on repasse un diamant dessus, ce qui nous permet de lire, tout simplement. C'est ça. En fait, on va poser donc le diamant en fait, sur les flancs du micro-sillon, tout simplement, et on va faire bouger le disque, ce qui fait que le diamant va suivre les variations de relief du micro-sillon, se mettre en vibration, et comme ça, on va pouvoir récupérer cette vibration et en faire un signal audio qu'on va réamplifier et envoyer à l'ampli et aux enceintes, etc., pour avoir de l'audio. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on met sa patine en route et qu'on n'a pas encore allumé l'ampli, c'est pour ça qu'on entend... C'est pour ça qu'on entend déjà du son, puisque en fait, on va entendre la vibration du diamant transmise à la cellule et au bras, et du coup, ça va être mécaniquement amplifié, et on va pouvoir commencer à entendre du son déjà rien que comme ça. Exactement. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la cellule en elle-même ? C'est quoi les éléments qui la composent et qui permettent justement de transmettre le son ? Une cellule, elle est composée déjà, on l'a vu, du diamant, qui repose sur les flancs du micro-sillon quand le bras il est baissé. Ensuite, ce diamant lui-même est sur un cantilever, qui est une sorte de bras suspension qui permet d'aller le relier donc, au corps de la cellule. Donc il est relié par une espèce de rotule qui lui permet de bouger. Et dans le corps de la cellule, on va avoir différents composants électroniques qui vont pouvoir transformer ce mouvement du cantilever en onde électrique. Mais alors du coup, moi j'ai vu qu'il y avait plusieurs formes de diamants qui sont disponibles. Il y a des elliptiques, il y a des ronds, j'ai rien compris. Et explique-moi. Alors, c'est assez simple. En gros, plus la forme est compliquée à faire et plus ça coûte cher. Donc les constructeurs, ils vont du plus simple, sphérique, conique, au plus compliqué, toutes les formes dérivées de l'elliptique. L'idée, c'est qu'un diamant sphérique ou conique a une grande surface de contact avec les flancs du sillon. Ce qui veut dire que quand tu as des micro-reliefs, finalement, le diamant, il saute par-dessus et il ne le lit pas. Ce qui fait qu'on va avoir une perte, surtout dans les attaques ou dans les aigus du signal. C'est moins précis. Les elliptiques,
donc tous les diamants avec une taille beaucoup plus fine, vont permettre justement d'aller chercher un contact plus régulier avec la surface des flancs et donc suivre au mieux tous les reliefs qu'il peut y avoir sur les flancs du micro-sillon. Ok, il y a le maximum d'informations. Et donc, question suivante, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres formes proposées par certains constructeurs. Ça correspond à quoi? Pourquoi au final tant de formes pour lire un vinyle? Toujours pour le même principe, essayer d'être le maximum en contact avec le flanc des sillons, peu importe ce qui va se passer. Et donc chaque constructeur a un petit peu sa formule magique pour pouvoir faire une taille dédiée, microline, etc., Ok. qui va permettre d'être le plus précis possible. Ouais, c'est la recette du Big Mac, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. chacun sa petite sauce, son petit truc secret. Et si j'ai bien suivi, je dois prendre un elliptique. Alors, pas forcément, ça dépend de l'usage. Si tu es amené à utiliser des vinyles, par exemple, que tu aurais acheté à la brocante, tu connais pas trop leur état, vaut mieux que tu mettes un diamant sphérique ou conique. Au moins, tu es sûr que bon, voilà, tu abîmeras moins ta cellule parce que ça va passer sur les défauts ou la salissure du disque. Si, par exemple, tu fais des soirées, c'est pareil, c'est plus intéressant d'avoir un conique ou une sphérique parce que comme tu es un peu brut dans ces moments-là, tu mets les vinyles assez rapidement, un elliptique aurait tendance à abîmer plus facilement la surface des sillons et donc d'abîmer ton vinyle. Très bien. Donc ça dépend des moments. Bon, et maintenant qu'on a vu tout ça, le mouvement du cantilever, comment est-ce qu'il se transforme en signal électrique? Alors, je ne sais pas si tu te souviens des cours de physique au lycée. Ouais, il est vraiment petit, hein. Alors, l'idée, c'est on utilise en gros le principe de l'électroaimant, c'est-à-dire quand on fait passer un aimant à travers une bobine, on crée un signal électrique alternatif donc aux bornes de cette bobine, proportionnel au mouvement de l'aimant, ou vice-versa d'ailleurs, si c'est la bobine qui bouge. Donc, dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, dans le cas de la cellule à aimant mobile, on va mettre des aimants au bout du cantilever, 2 bobines dans le corps de la cellule, et on va faire bouger ces aimants qui vont créer un champ magnétique autour des bobines et qui vont créer un courant alternatif en sortie des bobines. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir quand même un niveau de sortie relativement important et ça marche plutôt très bien. Le principe fonctionne très bien. Ok. Le seul truc, c'est que le problème, c'est que mettre des aimants au bout du cantilever, ça rajoute du poids à l'équipage mobile. Donc ça veut dire que quand on a des micro-informations, il y a une force d'inertie plus grande, ce qui fait qu'on va moins bien suivre, en théorie, le sillon. Et donc, ce qu'on a pensé, c'est qu'on s'est dit, eh ben, on n'a qu'à faire l'inverse. On met des toutes petites bobines au bout du cantilever et les aimants dans le corps de la cellule. Et on récupère en fait le signal en sortie de ces petites bobines. Donc du coup, on a un équipage mobile qui va être beaucoup plus léger et qui va avoir tendance à mieux suivre les informations qui sont sur le sillon. Et alors, c'est quoi le mieux? Alors le mieux, sur le principe, on aurait tendance à dire les bobines mobiles. Le seul problème, c'est que ça a un niveau de sortie très faible et qu'il faut une électronique pour réamplifier ça particulière. Tu ne peux pas utiliser un préampli phono normal avec une bobine mobile. Et ensuite, le problème aussi, c'est que d'un point de vue de la technique, c'est très fin et tu ne peux pas changer le diamant comme tu le fais avec les aimants mobiles. Pour changer le diamant d'une cellule à bobine mobile, en fait, il faut la renvoyer en atelier. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Et oui, pas très pratique. Alors, c'est pas très pratique. Donc, les audiophiles vont avoir tendance à préférer les bobines mobiles, mais disons que pour la vie de tous les jours, les aimants mobiles sont déjà très bien. Ça va fonctionner très très bien. Ouais. Alors, au PAVS, on a vu un Canadien qui nous a présenté une cellule qui est photo-optique, pardon. Et j'ai tout oublié. Est-ce que tu peux me réexpliquer? Alors, ouais, c'est un truc assez exotique. En fait, il y a Toshiba, il y a une quarantaine d'années, ils ont inventé ça, mais comme il y avait pas, la LED n'existait pas, ils utilisaient des espèces d'ampoules et du coup, ça chauffait, ça tombait en panne assez facilement. Et là, maintenant, avec les nouveaux composants électroniques, on peut arriver à faire ce principe de cellule phono-optique. En fait, l'idée, comme tu l'as vu, c'est de se débarrasser d'un maximum de poids au niveau du cantilever pour qu'il puisse suivre au maximum le mouvement du micro-sillon. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre sur le cantilever, on va mettre une espèce de petit cache, donc très léger. Et ce petit cache va venir couper la trajectoire d'un faisceau lumineux.
Ce qui fait que ça va créer des ondes d'ombrage sur une cellule qui est derrière, qui est photosensible. Et ces ondes d'ombrage, en fait, vont créer une alternance de courant. Et ça va créer comme ça, en fait, du courant alternatif. Ok. Et l'avantage de ça, encore une fois, c'est que comme l'équipage mobile est très léger, on arrive à avoir un suivi de piste qui est juste fabuleux. Le seul problème, c'est encore une fois, c'est que ça nécessite une électronique particulière. On ne peut pas changer le diamant comme on veut. Ça a un certain coût, mais il est vrai que d'un point de vue de la lecture mécanique, ça fait partie des plus belles choses que j'ai écoutées. Il y a un autre type de platine aussi. Alors là, c'est carrément le futur, c'est les platines laser. Du coup, c'est quoi? C'est des platines numériques? Ça n'a aucun sens. Alors, en fait, les platines vinyle laser, c'était le futur dans les années 80. Est-ce que c'est un rapport avec les laserdiscs? Absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de numérique là-dedans. Tout, ça reste de l'analogique, même si on utilise du laser. En fait, l'idée, c'est d'envoyer, on va lire la surface du micro-sillon en la scannant. Donc, on va utiliser des têtes de lecture qui ont 5 faisceaux laser, qui vont permettre comme ça de suivre vraiment au micron près les reliefs. En gros, vous avez deux lasers qui vont se mettre en haut des sillons pour pouvoir se régler au niveau de la trajectoire. Il y a 2 autres lasers qui vont aller carrément scanner la surface des flancs du sillon. Et un dernier laser qui, lui, va permettre de savoir où on se trouve sur le disque. Et l'idée, c'est vraiment d'être chirurgical et de, voilà, on ne peut pas faire mieux, il n'y a pas d'usure. C'est exactement ce qu'on lit enfin ce qu'on écoute, c'est exactement ce qu'on lit sur la surface du vinyle. C'est juste, voilà, encore une fois, on ne peut pas faire mieux. Et alors, pourquoi c'est pas plus répandu? Parce que des lasers qui lisent des disques, j'ai envie de dire que ça fait un moment que ça existe. Alors, pourquoi c'est pas plus répandu? Tout simplement parce que c'est trop précis. En fait, si tu mets, c'est tellement bête que c'est ça. C'est-à-dire que si tu mets un disque vinyle lambda dans cette machine-là, juste en l'ayant épousseté, en gros, c'est insupportable parce que tu entends toute la poussière. Enfin, tu entends littéralement la poussière. D'accord. Et du coup, tu perds du plaisir parce que tu entends des craquements, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Pour utiliser ce type de machine, il faut avoir des systèmes pour laver ces vinyles de folie parce que sinon, on n'en profite pas en fait. Et vaut mieux une lecture mécanique qui laissera passer le défaut, à la limite même qui rajoutera du charme au défaut que ces platines-là qui sont complètement folles, mais finalement trop précises. Oui, c'est une platine avec laquelle on ne peut pas écouter de musique, c'est pas ça. Il manque un truc au concept. Il y a quelque chose. C'est à la fois, on va dire, les défauts du vinyle et les défauts du CD. Enfin, donc, rien ne va. Et ça vaut très cher. Et ben, on espère que ce petit sujet sur le vinyle vous a plu. Merci Flo, c'était très clair. Tu as très bien vulgarisé la chose. Bah, en tout cas, j'espère. Et puis, si vous avez des questions peut-être plus techniques ou autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà. Mais c'était un plaisir de vous raconter tout ça, en tout cas. Et merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du Bureau du Go. On espère que vous avez appris plein de choses sur le vinyle grâce à Florent. En tout cas, vous pouvez retrouver sur la chaîne plein de choses qui arrivent. C'est de la folie. Il y a du grand déballage avec Pépé Garcia, il y a un rewind avec Jacques Dutronc. Et là, il y a un gros dossier qui arrive sur la musique en Dolby Atmos avec toute la bande. Donc il y a Olivier Cachin, il y a Pépé Garcia, il y a Karim qui est le formateur chez nous. Voilà, donc plein de choses à découvrir. Merci à tous. Mettez-nous tous vos commentaires en description. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt dans le Bureau du Go sur la chaîne YouTube de sonvideo.com. Merci à tous. À bientôt. Ciao.